Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Polo Polus, Eh oui. qui est l'auteur, compositeur, chanteur du groupe de rock alternatif français Les Négresses Vertes. Ouais, Entre autres. je te reprendrai un peu là-dessus, mais bon. Ouais, ça marche. Non, ça c'est le passé. En fait, ce groupe a été créé en 1987 et certains de ses membres sont issus du punk rock. Donc je peux dire que pour moi, leur musique a incarné la joie. C'est un mélange de style guinguette, d'influence méditerranéenne, et le groupe a ensuite évolué vers des sons électroniques. Mais ça, c'est le passé. Ah, très bien. Non. Alors ça m'intéresse. De petites modifications. Bon, je sais qu'on a été mis dans le tiroir du rock alternatif, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Parce que c'était la mode à l'époque d'être dans le courant alternatif, mais nous on ne l'était pas vraiment en fait. On était alternatif dans le sens où on était des gens qui venaient d'horizons différentes, et pas forcément de la scène purement parisienne, et purement d'ailleurs en général. Hein. Et donc voilà, donc cette étiquette-là était facile à mettre pour tout le monde, parce qu'on n'était pas vraiment alternatif dans le sens où notre premier contrat d'édition a été chez Virgin. Dans le genre alternatif on trouve mieux. Et puis, par contre, oui, c'est vrai que la première maison de disques, c'est Off the Track, ça c'était un petit label indépendant. Mais bon, voilà, mis à part ça, on n'était pas beaucoup plus alternatif, on n'était pas vraiment en fait, quoi. Parce que le courant alternatif, c'était vraiment quelque chose qui en alternance de la musique qui était produite à l'époque. Sauf que nous, la seule alternance, c'est qu'on s'est dit que, en fait, c'est avec Elno, quand on a commencé à monter ce groupe-là tous les deux, on n'avait pas les moyens techniques et financiers d'acheter des amplis, des guitares électriques, tout ça. Donc on s'est mis tout de suite à la guitare acoustique. De toute façon, j'avais que ça chez moi, j'avais qu'une pauvre gratte. Et du coup, on a commencé comme ça, quoi. Et puis on est resté comme ça. En plus, on avait Mathias qui lui voulait prendre l'accordéon, donc on s'est dit super. Donc voilà, on a commencé à l'acoustique comme ça. Et c'est pour ça qu'à la limite, on était alternatif dans ce sens-là, dans le sens sur le fait qu'on n'utilisait pas d'instruments électriques. Ok. Voilà. Mais mis à part ça, le fonctionnement du groupe, il n'était pas alternatif comme pouvaient l'être les Berruriers Noirs, par exemple, avec un côté politique et tout ça. Nous, voilà, même si on avait nos opinions, c'était pas ce qu'on mettait en avant. Même si on le mettait, même si c'était chanté par Elno de façon poétique, mais c'était pas aussi brutal que pouvait l'être. Et le fait qu'on vienne de la punk rock, pour ce qui est d'Elno et moi, c'est certain. Pour les autres membres du groupe, pas du tout. Très bien. Merci. Et tu aurais quelque chose à rajouter à cette présentation de ton parcours pour les rares personnes qui ne te connaissent pas encore ? Alors, pour ce qui est d'être passé à la musique électronique, c'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'on a fait qu'un seul album, Trabendo, qui est pour moi un des meilleurs albums, avec le premier album des Négresses Vertes. Je dis pas que les autres sont pas bons, loin de là, c'est pas ce que je suis en train de dire. Enfin, moi, c'est mes deux favoris, mes deux préférés. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, parce que juste après, on a fait un autre album qui s'appelle Acoustic Clubbing, et qui lui, par contre, pour le coup, il est acoustique, il n'a plus rien du tout d'électronique. Mais cet album-là est assez spécifique, le Trabendo, parce que on a été le seul groupe français à l'époque à avoir fait ça. Et d'ailleurs, quand on faisait les mix en Angleterre, à Londres, moi je l'ai dit plusieurs fois pendant les mix, je disais ça, cet album-là, on le vendra dans 20 ans. Bon, et c'est un fait, on en a vendu à sa sortie, on n'a jamais été des gros vendeurs, mais là, on a à peine vendu 40 000, quoi. Donc voilà. Mais bon, nous c'était plus quelque chose comme une recherche. Puis de toute façon, moi je considère de toute manière qu'un artiste doit prendre des risques artistiques. Si c'est pour garder la même recette tout le temps, faire les mêmes choses parce qu'on sait que ça marche, moi ça c'est pas possible pour moi. S'il n'y a pas un minimum de risque pris, et là le risque il était énorme. Et d'ailleurs on l'a vu. Par contre, ce qui s'est passé, étonnamment, on a eu le prix les victoires de la musique du Nouvelle Tendance. Après 12, ça c'était en 2001, ouais, après 13-14 ans de carrière. On était Nouvelle Tendance. Et on avait déjà tous entre 30 et 40 ans. Donc ça nous a fait rire, évidemment. Et puis voilà, quoi. Mais sinon, ouais, pour ce qui est du passage à l'électronique, ça a été assez court, c'était juste cet album-là. Et nous, c'était plutôt une recherche, un truc de création différent. Enfin, quelque chose qu'on voulait faire, quoi, qu'on avait en tête depuis longtemps. Donc voilà. Mais ça n'a pas été définitif. Les albums d'après n'ont pas du tout été électroniques, pas du tout, quoi. On peut dire que vous expérimentez des choses. Voilà, ouais, c'était de l'expérimentation. On est tombé sur un producteur Weeby qui était super et qui lui justement était dans ce truc-là. Et quand il a entendu nos chansons, il a trouvé. Et en fait, quand on écoute cet album-là, dès les premières notes, on reconnaît les Négresses Vertes. Il n'y a aucun problème.
Oui, bien sûr. C'est juste la façon de faire, voilà quoi, l'alchimie utilisée à cette période-là. Qui est différente. Qui est tout à fait Selon différente les des albums époques. précédents, bien sûr. Voilà. Tu t'inspires des époques. Moi, je pense que c'est Voilà. ce qu'il faut Donc, faire. en parlant de ça, j'ai découvert donc en 2020 que tu pouvais aussi être un peu un artiste politique. Bah, j'ai toujours un peu été. Tu sais, moi, ma conscience politique, elle m'est arrivée sur le coin de la gueule, je peux dire presque. J'étais jeune, parce que moi, j'ai pas, enfin, l'école, enfin, c'est pas que moi, je n'aimais pas l'école, c'est plutôt l'école qui m'aimait pas. Donc, ça a été une catastrophe très vite, moi. J'ai commencé à redoubler dès le CM2. Donc, j'ai redoublé CM2, 6e, 5e, enfin, bien, en 10 ans de scolarité, j'ai mis 6 ans à redoubler. Ce qui est plutôt bien, hein. Chapeau. Et donc après, je me suis retrouvé apprenti cuisinier à 14... j'avais pas 15 ans encore. Pré-apprenti, à l'époque ça se faisait comme ça. Pré-apprenti. Et puis donc, quand on travaille surtout dans les années 70, dans la restauration, chez un patron, vous êtes évidemment très mal payé, exploité, maltraité. Donc moi, à l'âge de 16 ans, j'ai dit, c'est ça le salariat, c'est ça la société dans laquelle on veut me faire vivre. Et à partir de là, évidemment, je suis devenu quelqu'un de tout à fait réfractaire à tout ce qui ressemblait. D'ailleurs, quand j'ai fini, parce que je suis quand même allé jusqu'au bout, j'ai fait mon CAP et tout. Et là, j'ai dit, plus jamais je travaillerai, quoi. Mais plus jamais, ils me reverront jamais, quoi. Et ils m'ont jamais revu. Tu n'as plus jamais travaillé. T'as fait ce que après, j'ai plus jamais été salarié dans le sens salarié comme on l'entend. J'ai fait avant, moi, j'ai commencé à gagner ma vie avec la musique, j'avais plus de 30 ans. Donc moi, je suis une famille d'artisans, mes parents avaient 7 enfants. Mon père n'a jamais eu un franc d'argent de poche. Mon père, il nous a toujours dit, le jour où vous voulez pas aller à l'école, tu te débrouilles, tu travailles, mais moi, j'ai pas te nourrir à rien faire. C'est un peu son truc, ça. Donc, voilà. Donc, moi, je me suis dit, non, mais ça, c'est pas pour moi. Donc, par contre, des petits boulots, éboueurs, balayeurs, surtout, j'ai beaucoup coursier dans Paris, pendant pas mal d'années. Mais bon, vider les vides d'ordures dans les cités, tous les boulots les mieux. Mais par contre, j'étais libre, quoi. Ouais, tu étais libre. Voilà, j'étais libre parce que je travaillais avec des agences de, comment on appelait ça déjà ? D'intérim. Donc ils appelaient ça des missions. Oui. Donc ça pouvait durer une semaine, 15 jours, un mois. Et puis si au bout de 2 semaines vous ne vouliez plus y aller parce que vous aviez un peu assez d'argent pour pouvoir faire de la musique. Enfin, je ne vais pas dire payer le loyer parce qu'on squattait tous à l'époque. Mais voilà, ça suffisait. Tu étais libre de partir. J'étais libre de faire ce que je voulais, quand je voulais, où je voulais. Et moi, ça a toujours été quand même... Ton credo. Bah ouais. Et en 2020, tu étais libre au moment où est arrivée la fameuse crise Covid. Ah bah oui. Ma tête est restée libre. Moi, par contre, j'ai subi comme tout le monde ce diktat, quoi. Évidemment. Mais j'ai pas accepté, c'est tout. J'ai tout refusé en bloc, moi, absolument. Donc là, tu as refusé de jouer avec le pass. J'ai refusé de jouer avec le pass, bien sûr, mais surtout ce qui m'a rendu, je dirais pas fou, mais pas loin, c'est que l'acceptation par les artistes français, je vais les nommer comme ça, de ce diktat, moi je m'imaginais pas, bon alors déjà moi d'avoir un pass sanitaire ou d'être obligé de me faire machiner le pif, ça pour moi c'était même pas imaginable, mais surtout ce qui m'a surtout fâché, c'est que les artistes français ont imposé à leur public le fait d'être testés ou injectés, de porter des masques, d'être distanciés. C'est quoi ça ? Parce que à partir de là, je me suis pas dit, bon, bien sûr que c'est un diktat gouvernemental, ok, mais c'est pas aux artistes de le suivre, au contraire. Enfin moi, j'ai toujours pensé, je suis pas le seul à le penser. Un artiste, de toute manière, quelle que soit sa discipline, il se doit d'être subversif. Subversif. Et pour moi, c'est un impératif. C'est la même d'être un artiste, c'est d'être avant tout subversif. Donc, de ne pas accepter systématiquement tout et n'importe quoi de ce que peut dire le gouvernement. Et là, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites, les gars ? C'est quoi votre métier, vous ? Parce que, alors le gouvernement, évidemment, il impose des choses, mais les artistes, ils n'ont pas à imposer à leur public ces choses-là. Enfin, on va me prendre pour un fou, mais moi, c'est ce que je pense. Je suis assez d'accord. Et en plus de ça, le fait que tous ces artistes, mais encore une fois, quelle que soit la discipline, acceptent ça, ça fait que ça a continué. Imaginez-vous que
que si tous les artistes en bloc, en plus à cette période-là, on sait trop bien ce que la manne financière que rapporte la culture en France, si tous les artistes avaient dit non mais attendez, nous, il n'y aura pas de festival, il n'y aura pas de tournage, il n'y aura rien de culturel tant que ce pass sanitaire sera imposé. Je peux vous dire que 2 mois après, il n'y avait plus de pass sanitaire, on n'en aurait plus jamais entendu parler, quoi. J'en suis quasi sûr, je peux me tromper, mais ils se rendent pas compte de la force que... Enfin, ils se rendent pas compte. Ils le savent, mais l'intérêt, c'est pas ça. Et moi, ce qui m'a rendu fou, encore plus, c'est quand j'ai entendu de la part d'artistes... Bon, je vais pas les citer évidemment pas, mais quand je les ai entendus dire « Ah, bah le pass sanitaire, génial, on va pouvoir recommencer à travailler. » Mais quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? J'ai dit, c'est pas possible, vous pouvez pas penser ça, les gens. C'est pas possible, messieurs et mesdames les artistes. Vous pouvez pas penser ça. Donc à partir de là, moi j'étais obligé de cesser toute activité parce que je pouvais pas rentrer dans ce truc-là. Je pouvais pas cautionner ça. C'était pas possible pour moi de cautionner ça. Jamais aucun artiste français n'aurait dû cautionner ça. À ce moment-là, tu t'es produit tout seul, autrement? Non. J'ai commencé par quitter le groupe, les Négresses Vertes, ce qui m'a attiré évidemment des ennuis, encore maintenant d'ailleurs. Non, parce qu'en plus de ça, moi j'étais un peu fâché. Je me suis dit non, mais moi je veux plus remonter sur scène. C'est pourquoi jouer devant des gens masqués. Non, j'ai dit non, moi c'est bon. Vous me reverrez plus sur les planches, quoi. Moi, je joue pas dans ces conditions-là. Moi, la musique, ça se fait pas d'abord, sûrement pas sous la pression, et encore moins sous une pression gouvernementale. Donc j'ai dit non, puis en plus de jouer devant un public qui pour moi, et je pense que c'est un peu le cas aussi, un peu moutonné quand même. Et puis moi la musique ça se fait devant des gens libres, ça se fait pas devant des gens masqués qui on n'a pas le droit de danser. Attendez les gars, c'est quoi? C'est pas humain votre truc. C'est le contraire de la musique. Ouais, puis c'est exactement, alors là c'est à l'inverse de ce qu'on peut faire dans la musique. Enfin moi je sais pas, hein, j'ai connu les petits parquets, bon il y en a plus maintenant dans Paris, mais avant les petits parquets, à part qu'il y avait marqué interdit de cracher, interdit de pousser, sinon on pouvait faire ce qu'on voulait quoi. On dansait, vas-y hop là, boum boum, changer de cavalière, c'est trop bien. Et là les gens, et les gars ils jouent devant des publics masqués. Alors déjà, moi j'en ai fait un concert avec public masqué en octobre 2020, mon dernier concert avec les... Quand j'ai vu ça, j'ai fait non mais là je vais pas pouvoir continuer. Ça va pas être possible pour moi ça les gars. Désolé mais là pas possible quoi. Donc tu avais déjà le doute, tu avais déjà remis de toute façon en question tous les récits médiatique, politique. Ça durait déjà depuis un moment. Même avant cette crise. Il y a quand même eu ils ont quand même fait des essais avant. Oui. 10 ans plus tôt, on a quand même eu déjà. Tu te souviens quoi. Oui. Donc moi déjà ça n'a pas marché sur moi évidemment pas. Et puis ça, je m'attendais à quelque chose. Alors évidemment, hein, je savais pas ce que ça allait être, mais je m'attendais à un truc. Alors surtout quand Emmanuel Macron est passé au pouvoir en 2017, là, et j'ai dit ça, catastrophe assurée ça. La façon dont il a été élu, là, le discours qu'il avait, et puis surtout c'est que tout le monde était Macron. Alors que il est, enfin bref. T'as flairé les ennuis. Oh bah ouais, je suis pas le seul, hein, on est nombreux là, à avoir flairé les ennuis, on le voit aujourd'hui. J'étais pas le seul. Sauf que dans mon milieu artistique, j'étais pas seul non plus, mais on n'était pas nombreux, en tout cas pas assez nombreux pour fomenter une révolte presque. Et oui, on était minoritaire, un peu à l'image du reste de la société finalement. Exactement. Et qu'est-ce que cette crise t'a enseigné justement, cette crise entre guillemets? Qu'on est facilement manipulable, et que surtout ce que ça m'a enseigné, ce que je savais déjà un peu, mais ça a enfoncé le clou, c'est qu'on peut pas faire confiance, absolument pas faire confiance aux médias, quels qu'ils soient. Bon, déjà moi j'écoute pas la radio, j'écoute pas la télévision depuis des décennies, j'achète pas le journal, jamais, parce que je sais que ça va être des menteries d'un bout à l'autre. Alors j'ai été lecteur du Canard enchaîné longtemps, hein. Et en fait je me suis pas réabonné au Canard enchaîné, pas parce que j'aime plus le Canard enchaîné, loin de là, au contraire, ça reste un journal pour moi important. Mais j'avais trop peur de lire dans les pages du Canard enchaîné des choses qui m'auraient pas convenu, quoi. D'être déçu. Bah ouais. Donc plutôt que d'être déçu, j'ai dit bon, je me réabonne pas. En plus, comme je venais de quitter le groupe, je savais aussi qu'il fallait que je commence à réduire les frais un peu. Tu vois. Donc je me suis dit bon, déjà un abonnement de moins, ça va être toujours ça de moins. Mais bon, voilà, donc voilà, moi, de toute manière, j'ai jamais écouté ni cru les médias, de toute façon. Ok. Voilà, j'étais toujours un peu auditeur de France Inter, France Info, en analysant toujours un peu le discours. Mais quand les discours a vraiment commencé à être pro-gouvernemental, pro-dictat,
Moi j'aime la radio, j'écoute beaucoup la radio, mais j'écoute plus jamais d'infos, aussi bien que à partir du 21, c'était combien? C'était au mois de mars, c'était vers 17 mars. À partir du 18-19 mars, j'ai pris les petits parce que j'ai la radio dans la salle de bain, dans la cuisine, hein, un peu partout quoi en fait. Et ben j'ai pris un bout de gaffeur, de scotch, et j'ai gaffé sur FIP. Ah oui. Tous mes trucs pour plus jamais, au cas où je dérape. Ah non, pas ça. Donc voilà, chez moi il y a des scotch sur toutes les radios, calés sur FIP, et terminé. Bon choix. On va finir sur le futur. J'ai une question un peu pointue, mais pas forcément, il faut voir. Si je te parle de musique créée par l'intelligence artificielle, et si je t'affirme que Parce que ça existe ça? Oui. Ah bon, bah tu m'apprends quelque chose, tu vois. D'accord. On va voir ce que ça t'évoque. Alors, des expériences ont même prouvé que des auditeurs n'ont pas été capables de faire la différence entre une musique créée par l'homme et une musique créée par l'intelligence artificielle. Ça t'évoque quoi? Tu imagines quoi pour le futur de la musique? Ça m'évoque surtout de la déshumanisation, une fois de plus. Je crois qu'on est parti là-dedans, hein, terriblement. Ça veut rien dire pour moi, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Est-ce que tu penses que c'est une musique sans âme? Je sais pas, alors, tu sais, tu me l'apprends là, je savais même pas que ça existait moi. Si, ça existe. J'en ai jamais entendu, alors je peux pas juger, mais bon, en même temps, quand on voit la qualité musicale de ce qui se fait aujourd'hui, c'est possible que ça puisse être fait par l'intelligence artificielle. De toute manière, déjà, elle est artificielle la musique, donc qu'il y ait une intelligence qui en plus, moi je suis pas trop étonné. Mais non. Et puis comment ça peut se passer en live? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Alors, bon, pour l'instant, il n'est pas question de live, mais c'est une bonne question. Pour la mise en scène en live, on va découvrir ça bientôt. Pour les générations, nos générations, peut-être ça fonctionnera pas, mais c'est sûr que si ils commencent à mettre ça en place maintenant, les futures générations, à partir du moment où ils vont être nés dedans, comme dit le vieux proverbe, hein, ne nous manque que ce qu'on connaît. Voilà. Et pour finir, tu peux nous parler de ton actu, justement, ça nous intéresse. Ouais. Alors, demain, j'aurais dû vous amener une affiche. Mais ça, j'ai sur mon téléphone, je peux à la limite vous communiquer un truc. Ça s'appelle Le Rétif. Ça date pas d'aujourd'hui, parce que j'ai passé 10 ans sur le plateau du Jarzac, parce qu'en 2001, déjà, ça commençait vraiment à m'insupporter tout ça. Donc, déjà, j'ai quitté la première fois les Négresses Vertes en 2001. Je suis parti sur le Larzac pendant 10 ans. Et donc là-bas, moi, je suis quelqu'un de plutôt actif, puis j'ai besoin de travailler de toute manière. Donc j'ai écrit des chansons, j'ai tout fait, la musique, les textes, tout. J'ai appelé ça Le Rétif parce que, en mémoire à Victor Serge. Et voilà, donc j'ai commencé à jouer là-bas avec des musiciens du coin. En plus de ça, il y a un musicien qui est arrivé vivre tout près de chez moi sur le Larzac, qui était un gars de Montpellier, qui s'appelle Doumé et qui était le batteur de Réglisse. Un batteur exceptionnel, vraiment très très bon batteur. Et donc du coup, tout de suite on est devenus copains évidemment, on a commencé un peu à travailler ensemble avec d'autres musiciens et tout, donc on a monté ça, on a fait plusieurs concerts, c'était super à chaque fois, on était super bien. Bon évidemment, hein, c'était à chaque fois, pas te mentir, hein, c'était 20, 30, 40, 50 personnes, 100 personnes, mais peu importe, c'est pas le nombre qui fait la qualité, hein, c'est le public. Hein. Donc voilà, c'était génial. Et puis, donc le Rétif, donc après, le Rétif c'est moi. Hein. Donc moi, tant que je suis vivant, le Rétif est vivant. Après, je change d'équipe, selon là où je suis, comment je veux travailler, et les moyens surtout qui me sont accessibles. Et donc, voilà. Et puis, après, j'ai quitté le Larzac pour aller faire du théâtre, et puis pas mal surtout d'ateliers d'écriture dans le Pas-de-Calais. Donc, dans les prisons, les missions locales, les collèges. Voilà quoi. Et pas mal en détention. Hein. C'était très intéressant d'ailleurs. Et puis quand j'ai eu ça, en fait, je suis parti retravailler avec M. Bartavas, avec qui j'avais déjà travaillé entre 85 et 87 et demi, juste avant les Négresses Vertes en fait. Et là, il m'a dit ouais, tu veux pas nouvelle création, machin. Et bon, connaissant l'animal, j'ai dit tu prends un risque, papa, de repartir avec lui. Je suis reparti, j'ai pris le risque, j'ai compris. Et voilà, ça a duré 2 ans. Et super. Et puis à la sortie de ça, les Négresses Vertes aussi m'ont dit oh ouais, mais tu comprends. J'avais bien compris surtout que c'était difficile
pour eux de remonter sur scène sans moi. J'étais un peu la caution légitime de l'histoire. Oui, c'était pas le même groupe. Voilà, mais je me suis un peu fait avoir là-dessus aussi d'ailleurs. Parce que quand j'ai quitté le groupe, une fois que tout était en place, 2 ans après, les dates avaient été achetées, tout le monde connaissait les Négresses, donc le fait que je parte, ça les a pas gênés du tout. Ils ont même continué à utiliser mon image pendant toute la saison 2021, alors que ça faisait 8 mois que j'étais plus sous contrat. Dans les festivals, c'était des affiches 3/4, moi tout seul en train de danser. Dans la presse, pareil, enfin une catastrophe. Mais bon, c'était un autre sujet. Et voilà quoi. Et donc, quand j'ai arrêté les Négresses Vertes, en 2020 donc, 2021, en juin, pardon, oui, le 18 juin 2021, j'ai choisi cette date pas pour rien. Tu l'appelles? J'ai fait, d'ailleurs, ce que je l'ai mis dans le message, j'ai dit 18 juin, une bonne date pour faire une annonce fracassante. Oui. Voilà, c'était pas fracassante, mais c'était un truc comme ça. Et voilà, donc j'ai quitté les Négresses Vertes et là je me suis dit, ce que je te disais tout à l'heure, moi c'est bon là, le public, la scène, les artistes, moi je veux plus faire partie des artistes français, terminé, je suis plus un artiste et surtout pas un artiste français quoi. Et moi ceci dit, les artistes du monde entier, ça a été pour la même chose. Hein. Mais je parle de ceux que je connais. Donc voilà, j'étais un peu révolté mais en même temps en forme, pas de problème, moi. En forme, physique, mentale, pas de soucis. Toujours l'envie de faire la musique. Bien sûr. Donc, le chemin faisant, j'ai continué à travailler, mais plutôt seul, quoi, ce que j'aime bien aussi. Et puis, au mois d'août cette année, je suis monté aller voir un vieux copain, guitariste, Pierre, qui vit à Saint-Omer, et qui lui m'a accompagné avec le Rétif quand j'étais dans le Pas-de-Calais, que je faisais mes ateliers d'écriture, du théâtre et tout un tas de trucs comme ça, avec une petite compagnie qui existe toujours, qui s'appelle la Compagnie de Lambardé, qui est vraiment super. Vraiment, c'est des gens. Sylvie, c'est une femme courageuse. À l'époque, il y avait aussi son mari avec elle, Henri Carvalho. Et Sylvie Moreau, c'est une femme vraiment courageuse, qui fait vraiment un travail de fond. Qui amène la culture dans des petits endroits, dans des petits bleds du Pas-de-Calais. Moi, je me souviens avoir joué avec eux des pièces. Enfin, eux, ils jouaient sur scène. Moi, je faisais un peu de régie, un peu de tout, quoi, en fait. Et dans des bleds où il y avait 250 habitants, on avait 180 personnes dans la salle. Et c'était génial, quoi. Là, c'était du vrai. Là, c'était pas de l'intelligence artificielle, je peux vous dire. Et donc c'était génial, vraiment super bien quoi. Et lui, Pierre, il m'a accompagné pendant ces périodes-là parce que je continuais, mais en duo plutôt avec lui à la guitare, le Rétif, dans les bars. Et là, au mois d'août, je monte le voir parce que ça faisait un moment que j'étais pas monté d'abord dans le Pas-de-Calais et que je connaissais pas son fils parce que j'étais parti juste avant sa naissance. Son fils Oscar, le dernier de la fratrie. Donc je dis super. En plus les enfants, ils ont grandi. Voilà. Donc je voulais voir la famille, revoir la famille et tout. Donc je vais voir, je passe le week-end chez lui, c'était super, familial, j'adore. Et à un moment il me dit, mais le Rétif, t'es sûr que tu veux pas reprendre? Je lui dis, mais Pierre, regarde, t'as vu comment c'est maintenant? Enfin je lui fais le laïus quoi, mon laïus. Et je lui dis, en plus de ça, j'ai pas une thune, enfin en tout cas pas pour monter un groupe. Oui. J'ai pas d'équipe, enfin mis à part toi, puisque toi ça t'intéresse. Donc vous avez fait une petite équipe? Donc, on est un peu bloqué là, il me dit quoi une équipe? Attends, bouge pas. On est deux, on fait une équipe. Lui, il connaît des musiciens, des gens super en plus. Il t'a ramené des en fait, on a réduit la chose à basse batterie guitare. Et ça fonctionne. Et chant. C'est génial, ouais, parce que d'abord, eux, c'est des musiciens, d'excellents musiciens. Pierre, c'est vraiment... Du talent. Puis il comprend... C'est des gens humbles, parce qu'ils sont bons déjà. Oui. Donc c'est des gens humbles, et qui sont, comme moi, prêts à tout essayer. On ne peut pas dire ça c'est bien ou ça c'est mal si on ne l'a pas essayé, il faut essayer. Ouais, voilà. J'en ai peur, ouais. Oui. Et on peut venir vous applaudir où alors prochainement? Alors attends, parce que là, ça c'était au mois d'août, eux c'est tous des pères de famille, ils ont des boulots. Pierre et le batteur, Antoine, ils sont professeurs de musique au conservatoire de Saint-Omer. Ils sont occupés par ailleurs. Ils sont occupés, bien sûr. Mais vous aurez des projets ensemble? Là, moi je suis monté la semaine dernière, je suis monté dans le Pas-de-Calais, donc enregistré 3 titres. Là, ils sont en train de mixer, tout ça, ils m'envoient les fichiers par l'informatique, par ordinateur. Il y a un peu à distance. Donc on travaille à distance. Ce matin, je lui ai envoyé des morceaux de référence pour les sons, surtout de batterie et de basse, parce que là-dessus, je suis hyper pointilleux. Très bien. Donc pour le son de guitare, lui, son de guitare est magnifique.
Et par contre, là, c'est vraiment, là, c'est guitare électrique, quoi. Lui, il a découvert la musique. Dans sa famille, ils n'écoutaient pas de musique. Famille d'ouvriers mineurs du Nord. Donc voilà. Il s'est formé tout seul, autodidacte. Bah, il a vu, à l'âge de 9 ans, il a vu Jimi Hendrix à la télévision. Ça a été une révélation. Et ça a été le boom total. Il a fait des pieds et des mains auprès de ses parents pour avoir une guitare électrique et un ampli. Et depuis l'âge de 9 ans jusqu'à aujourd'hui, il en a 44. Il n'a jamais cessé de jouer. Mais jamais. C'est le genre de gars qui dort avec sa guitare presque. Ouais. Et maintenant, et en plus de ça, il a étudié. Depuis, il a étudié le jazz, le classique. Enfin voilà, c'est pas pour rien qu'il est prof au conservatoire de Saint-Omer. Hein. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une pointure. Et toujours dans l'humilité. Toujours. Important. C'est des gens qui sont là qui sont au service de la chanson, au service de la musique. Ils sont pas là au service du porte-monnaie. J'ai bien compris. Voilà. Et donc on a envie de vous suivre. Bah ça va venir. Bah, le rétif. Le rétif. On suit le rétif. Je peux t'envoyer ça quand ce sera un peu plus construit. Avancé, ça marche. Je te tiendrai au courant. Ça sera pas. Je pense j'espère et eux aussi. Enfin, on espère tous pouvoir commencer à jouer à partir de mars-avril. Mars-avril, d'accord. Alors on se donne rendez-vous en mars-avril avec le rétif. Et je crois qu'on a fait le tour. Et on peut parler 2-3 heures. Parce que moi, je suis un bavard. Hein, donc, mais de te recevoir. Bah, moi, ravi que vous me receviez. Vraiment. Monsieur Verhaeghe. Le courrier des stratèges, Éric Verhaeghe et moi-même, on te dit un grand merci. Merci à vous, je vous le redis. Surtout si vous me faites un peu de publicité pour le rétif plus tard. Alors là, je veux bien le rétif à suivre. À bientôt. À bientôt.